sur les marchés financiers, Dorothée Rosé, on achète de l'or. C'est la valeur refuge par excellence. Avant, on disait ça rapporte rien. On est ce matin à 3 400 $ l'once. Il est en hausse. Et en plus, dans les réserves des banques centrales, il est de plus en plus prégnant. Aujourd'hui, 20% des réserves des banques centrales, c'est de l'or. Il y a moins de dollars, mais il n'y a pas plus d'euros, il y a plus d'or. C'est ça qu'achètent les banques centrales. Oui, c'est vrai. Alors, les réserves d'or des banques centrales, ce niveau de 20%, ça fait des décennies qu'on n'avait pas vu ça, hein, effectivement. Après, il y a deux facteurs. Hein. L'un, c'est le facteur dont on parle depuis le début, c'est l'incertitude. L'or, c'est un peu la valeur refuge par excellence. Donc, on se tourne vers l'or dans des périodes de forte incertitude, encore plus avec des turbulences potentielles sur le dollar. Plus on a d'aversion au risque, en général, plus les gens se tournent vers l'or, et donc le cours de l'or augmente effectivement depuis un certain temps. L'autre facteur qu'on voit, c'est oui, le dollar baisse dans les réserves de change des banques centrales aussi parce que au fond, ça date pas de Trump, le fait que un certain nombre de pays, au premier rang la Chine, mais aussi d'autres pays émergents, veulent rééquilibrer un peu leur je ne vais pas dire dépendance aux États-Unis, mais un peu. C'est le moins le poids des États-Unis dans leurs réserves de change. 40% du dollar, mais ça baisse. Voilà, la Chine, ça fait longtemps que le poids du dollar dans les réserves de change de la Chine baisse. Alors, baisse doucement, mais il baisse. Et donc, il y a un petit peu aussi de rééquilibrage qui est à l'œuvre depuis un certain temps, alors qu'il changerait au fait que le dollar reste de loin la monnaie dominante, mais avec un petit peu de rééquilibrage, un petit peu de diversification qui se voit et qui va en partie vers l'or et en partie vers d'autres devises. La Chine qui se dit que peut-être que le moment où elle sera sous sanctions, ce sera plus utile d'avoir de l'or que d'avoir du dollar si ça arrive à un moment avec Taïwan. Oui, alors après, c'est c'est un peu un équilibre de la terreur. Hein. C'est-à-dire que si la Chine décidait de vendre ses réserves en dollars, ça serait aussi assez douloureux pour les États-Unis, mais ça serait une perte en capital pour la Chine. Donc, la dépendance est croisée et je pense que les deux essayent de la réduire en partie. Oui, il y a juste une chose qu'il faut faire attention sur l'or, c'est qu'on sait quand même une chose quand on le regarde dans le temps, c'est un outil aussi de spéculation et plus qu'un outil de rendement. L'or ne distribue rien. Il est juste sur un objet de rareté relative. Et à un moment donné, vous avez vu, notamment après différentes crises, c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention et peut-être le dire aussi, c'est que les gens qui, au moment où la crise a été au plus fort, qui ont acheté l'or dans des périodes passées à ce moment-là, notamment quand il y a eu des crashs boursiers et ainsi de suite, ils ont vendu leur patrimoine qu'ils avaient. Ils ont acheté de l'or parce qu'ils n'en pouvaient plus tellement ils étaient mal dans leur peau et ils l'ont acheté au prix le plus élevé. Et derrière, on sait quand le beau temps revient en espérant qu'il va revenir quand même, à ce moment-là, la correction de l'or peut être très grande. Et n'oublions pas quand même que de le stocker est coûteux, de l'acheter, les coûts de transaction sont élevés. Et par-dessus du marché, c'est ce que je dis, en dehors de l'appréciation relative sur sa rareté relative et son importance, sauf quand il est utilisé pour faire des bijoux ou autre, il n'a pas, je vais dire, une raison de rémunérer. Donc c'est une œuvre d'art, mais en grand nombre, qu'on a souvent stocké au début, parce qu'au départ, les monnaies étaient en or, et puis après, on sait comment c'était avec Bretton Woods et ainsi de suite. Mais donc, il faut faire attention quand même à dire, moi je le verrai plus, et je l'ai souvent dit à mes étudiants, vous vous dites vraiment, ça va mal tourner, il va y avoir la guerre, vous avez un stock d'or réduit et plutôt, je vais dire, puisque l'unité pour l'or, c'est l'once d'or, vous avez quelques Krugerrand chez vous et vous dites, si un jour ça ne va plus, je pourrais acheter un poulet bon an, mal an, si c'était la guerre. Donc avoir ça de côté, oui. Maintenant, gonfler son stock d'or au-delà du raisonnable, c'est-à-dire de 2 à 3%, ça devient de la spéculation plus qu'autre chose. D'ailleurs, on voit que la volatilité de l'or, du prix de l'or, j'entends, l'or n'a pas de valeur, il a un prix. Je ne sais pas l'actualiser ses revenus, il n'y en a pas. Donc ici, il faut faire attention. Et Dorothée, pourquoi l'euro ne profite pas de cette dédollarisation ? On pourrait se dire, c'est notre chance, notre moment. Et en fait, non. C'est des mouvements qui sont très longs, hein, qui se font pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'euro, oui, le poids de l'euro dans les réserves de change, il augmente un petit peu. Le poids de l'euro aussi comme monnaie des transactions, comme monnaie dans laquelle le commerce international est facturé, il augmente un petit peu. Après, c'est des mouvements lents. Et l'euro n'a pas forcément toutes les caractéristiques d'une monnaie internationale. Pour être une monnaie internationale, il faut d'abord être un émetteur sûr et fiable. Je pense qu'on coche pas mal les cases là-dessus, peut-être plus que d'autres aujourd'hui. Il faut aussi émettre suffisamment de liquidités pour le monde. Le dollar, c'est un marché, le marché des treasuries, qui est très profond, très liquide, et qui, comme en plus, ils ont beaucoup de dettes et de déficits extérieurs, ils exportent beaucoup de dollars pour le reste du monde. En Europe, on a 27 émetteurs.
On a pas mal de frugaux, donc les émetteurs les plus sûrs émettent assez peu, donc il n'y a pas de l'euro non plus disponible pour tout le monde. Et je suis pas sûre qu'on soit disposé à faire ce qu'il faut pour avoir un budget européen en commun, un actif en commun en émettant beaucoup de dettes en commun pour que ça puisse être l'actif de réserve du monde. Ça pose quand même beaucoup de sujets au niveau européen sur lesquels on n'est pas mûr, et après il faudrait réfléchir en termes d'avantages et d'inconvénients. Est-ce qu'on veut jouer ce rôle? Donc un rééquilibrage à la marge avec un peu plus de rôle de l'euro, mais pas on le voit. Remplacement de... Et je pense que ça va se poursuivre. Dollar par l'euro. Est-ce que l'année prochaine l'euro aura remplacé le dollar? La réponse est non. Anne-Charlotte Fredenucci, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a balayé toute l'actualité de la semaine, on se dit qu'on est quand même plus tranquille à commenter qu'à gérer une boîte. Comment vous gérez l'incertitude, les décisions, votre stress personnel au milieu de toute cette incertitude? Prendre une décision, c'est un enfer. Oui, mais encore une fois, on est sur du temps long dans l'industrie. Heureusement, on rappelait que Airbus a 8 ans de commandes devant eux. Enfin, ils ont 8 ans de commandes devant eux. Donc, chez Ametra, si vous voulez, nous avons 18 mois à peu près de commandes devant nous. Donc, prendre des décisions dans ce contexte-là, c'est quand même plus facile que dans d'autres économies. Je pense au B2C, par exemple, où vous ne savez pas ce que les consommateurs vont vous acheter le lendemain. Nous sommes capables de dire, en septembre, nous allons lancer un recrutement d'une 12aine de collaborateurs parce que dans nos usines, on forme par notre école interne des câbleurs aéronautiques, et donc nous allons recruter 12 personnes que nous allons former pendant 3 mois et qui seront à la fin de l'année capables de commencer à fabriquer, parce que le ramp-up, l'accélération des cadences, ça c'est une donnée qui est certaine, qui est inscrite dans nos carnets de commandes. Donc heureusement, malgré cette incertitude, chez Ametra, on a quand même une certaine visibilité qui nous permet de décider. Et comment vous regardez les discussions aujourd'hui européennes? Quand on voit à Vivatech, le président de la République est venu avec le discours il faut acheter européen, choose Europe. On a eu ce discours dans l'aéronautique 5 mois auparavant. Vous dites il y a enfin une prise de conscience et on se met à regarder un peu ce qu'on fabrique en Europe. J'avais à votre place il n'y a pas très longtemps le patron dans les SMR qui disait aujourd'hui parfois dans les appels d'offres on ne regarde même pas ce qu'on fait en Europe alors qu'on a la même compétence. On achète américain, point, un point c'est tout, parce que finalement on se dit que c'est mieux, c'est le même sujet dans le cloud. Est-ce que vous avez l'impression que là il y a un changement d'état d'esprit? Alors c'est vrai que c'est très frustrant quand on voit certains pays européens, la Pologne par exemple, commander des tanks coréens ou des systèmes d'armes américains. Est-ce qu'on voit vraiment une prise de conscience? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les allers-retours de Trump, les décisions à gauche, à droite, en haut, en bas, enfin les changements de décision en permanence de Trump, limite la confiance que l'Europe, que les pays européens peuvent avoir dans cet allié, peut-on encore l'appeler allié américain. Donc oui, je sens une prise de conscience européenne. Est-ce qu'elle va se traduire dans des commandes auprès de pays européens? Pour l'instant, on ne le voit pas encore, mais on sent ce frémissement, cette prise de conscience. Si l'administration Trump et ses changements peuvent servir à quelque chose, c'est au moins à cette prise de conscience que nous, Européens, devons prendre en main notre destin en matière de souveraineté et de défense. Roland Gillet, est-ce qu'on a les mêmes conversations dans les autres pays? Est-ce que les Belges ont les mêmes débats? Oui, bien sûr, oui. Mais surtout à Bruxelles, les Belges aussi évidemment, mais oui, je pense que tout le monde en a conscience, mais je répète, quand on est autour de la table, on vise encore nos différences comme étant non pas des possibilités de complémentarité, mais plutôt des moyens d'essayer de se favoriser par rapport au fonctionnement de Bruxelles et de toutes les institutions qui tournent autour. Et les lobbies à Bruxelles n'ont jamais cessé. Je veux dire, à Bruxelles, à la Commission, c'est toujours comme ça. Et ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport à aussi même le marché des capitaux, qui serait à un moment donné, est-ce qu'on voudrait avoir un marché des capitaux unique? Il faut aussi rappeler toujours qu'il y a des éléments de poids qui sont à la base de la rationalité. Aujourd'hui, en moyenne, c'est un peu moins vrai peut-être puisque les chiffres datent un tout petit peu, mais néanmoins c'est l'ordre de grandeur. La rentabilité sur fonds propres aux États-Unis, donc pour le capital à risque, c'est de 17%. En moyenne en Europe, 11%. Pour différentes raisons. Ce n'est pas uniquement que le dynamisme des sociétés, c'est la manière dont elles sont imposées. En fait, c'est beaucoup de choses. Même avec un marché des capitaux unis, à un moment donné, il faudra régler ce problème. On en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on voit ce qui est créateur de richesse. On a fait beaucoup dans la dépense sociale, oui, mais sociétale, qui ne sont pas des vrais investissements. Le déficit américain a beaucoup servi à des investissements, eux, carrément, qui permettent d'avoir un payback, au moins de récupérer l'argent qui est mis dedans et donc de recommencer. Nous, on a le même problème chaque année parce qu'on a des dépenses qu'on a
accordés à des gens qui les méritaient peut-être à un moment donné, mais qu'on a pérennisés. Et aujourd'hui, on a difficile à dégager de l'argent pour des vrais investissements. Le rapport Draghi est éloquent à ce niveau-là également. Et après, on a des problèmes de financement, parce que, comme vous le voyez, même quand on joue européen, rendez-vous compte quand même, à la taille de l'Europe, avoir 150 milliards de dotations européennes sur 800, c'est presque rien, puisqu'en plus, c'est en 4 ans. Donc, si on veut un jour acheter européen et avoir une logique européenne, il faut au moins se donner les moyens et que chaque pays joue le jeu européen. Vous l'avez rappelé tout à l'heure.